En RDC, l'ex-président Joseph Kabila est jugé par contumace pour son rôle présumé auprès des rebelles de l'AFC M23. Les partis civils réclament plus de 46 milliards de dollars de réparation et la saisie de ses avoirs. Le procureur général de l'armée doit présenter son réquisitoire ce vendredi. Au Niger, les inondations ont déjà fait 47 morts et plus de 56 000 sinistrés cette année. Elles touchent 78 communes sur 265 selon la protection civile. La saison des pluies se poursuit jusqu'en octobre alors que les autorités distribuent une aide alimentaire. Bonsoir à tous et bienvenue. Vers la fin du procès ouvert depuis juillet 2025 contre l'ex-président Joseph Kabila, devant la haute cour militaire à Kinshasa, l'homme qui a dirigé la République démocratique du Congo entre 2001 et début 2019 est accusé de collusion présumée avec les rebelles du M23-AFC. Les partis civils ont exigé des dizaines de milliards de dollars au titre de réparation des dommages. Massacre, pillage, attaque armée, torture, viol. L'ex-président Joseph Kabila est jugé par contumace pour l'ensemble de ses crimes attribués aux rebelles de l'AFC M23, groupe rebelle dont il est accusé d'être le parrain. Les avocats des partis civils ont contesté l'identité de Joseph Kabila qu'ils ont présenté comme un sujet rwandais, réclamant qu'il soit plutôt condamné pour espionnage. Ils ont longuement détaillé les conséquences des violences exigeant de lourdes réparations. Les avocats mandatés par le gouvernement demandent près de 25 milliards de dollars de réparation, tandis que les provinces du Sud Kivu, Ituri et Nord Kivu réclament 21 milliards supplémentaires et la saisie des avoirs bancaires de l'ancien président. Le procureur général de l'armée doit présenter son réquisitoire ce vendredi à la mi-journée. De leur côté, les proches de Joseph Kabila dénoncent un procès politique. Némi Wilonja, son ex-chef de cabinet, parle d'un crime d'État dont les plaies seront difficiles à poncer demain. La saison des pluies se poursuit au Niger et comme chaque année, le pays connaît plusieurs semaines de précipitations qui s'accompagnent régulièrement d'inondations. Si elles durent jusqu'en octobre, le bilan officiel communiqué par les autorités est important avec une cinquantaine de morts jusqu'ici, mais loin de celui de 2024. Les inondations avaient fait plus de 1,5 million de sinistrés. En 2025, les inondations ont fait 47 morts et plus de 56 000 sinistrés jusqu'à présent. Selon le bilan dressé par la Direction générale de la protection civile, elles ont touché 78 des 265 communes du pays. Les autorités ont commencé à fournir une assistance alimentaire en distribuant notamment des céréales. La saison des pluies n'est toutefois pas terminée, durant généralement jusqu'en octobre. La prudence reste donc de mise. En fin de semaine dernière, les sapeurs-pompiers nigériens rappelaient quelques mesures de sécurité à respecter. Ne pas rester dans des zones inondables, dans des habitations précaires ou fragiles, et ne pas traverser des cours d'eau, ni s'abriter sous des arbres surtout. Le Niger est particulièrement exposé aux effets du changement climatique et avait connu l'année dernière une saison très pluvieuse. Les inondations avaient fait près de 400 morts et plus de 1,5 million de sinistrés dans les 8 régions du pays, en plus des dégâts sur les cultures et le bétail. Une vieille mosquée de plus de 200 ans s'était aussi effondrée à Zender. Les autorités avaient dû reporter d'un mois la date de la rentrée scolaire. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré jeudi 21 août avoir ordonné l'ouverture de négociations immédiates en vue de la libération de tous nos otages et de la fin de la guerre. Mais seulement si dans des conditions acceptables pour Israël, a-t-il toutefois nuancé dans une autre vidéo rendue publique par son bureau. Cela intervient en réponse à une nouvelle proposition de trêve dans le territoire palestinien où l'armée israélienne resserre son étau en vue d'une offensive annoncée. Vaincre le Hamas et libérer tous les otages vont de pair, souligne Benjamin Netanyahou dans un message vidéo délibérément vague. Cela pour éviter de froisser l'extrême droite au cœur de sa propre coalition. Le Premier ministre israélien ordonne la reprise immédiate des négociations pour la libération de tous les otages et mettre fin à la guerre dans des conditions acceptables pour Israël dans le cadre d'un accord de trêve. Cette intervention a été rendue publique tout juste 3 jours après le feu vert du Hamas à la dernière proposition des médiateurs.
Selon cette dernière monture acceptée par le groupe palestinien, un cessez-le-feu serait instauré pendant 60 jours durant lequel seraient libérés les otages enlevés lors de l'attaque du 7 octobre et des prisonniers palestiniens détenus en Israël. En Israël, on précise ce vendredi 22 août que l'équipe de négociation est prête à partir et attend simplement de connaître le lieu des pourparlers. Mais dans le même temps, les préparatifs pour la prise de contrôle dans la ville de Gaza se poursuivent. S'adressant à des soldats près de la frontière entre Israël et Gaza, Benjamin Netanyahu affirme être sur le point d'approuver les plans militaires visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza. L'armée israélienne a dit avoir averti les hôpitaux de Gaza et les organisations humanitaires internationales à se tenir prêts à évacuer du nord vers le sud de l'enclave palestinienne. Un appel rejeté par le ministère de la Santé à Gaza. En France, 2 juges d'instruction parisiens ont ordonné mercredi 21 août et non-lieu concernant Agathe Habyarimana, la veuve de l'ancien président rwandais Yutu Juvenal Habyarimana. Le parquet national antiterroriste demandait sa mise en examen pour entente en vue de la commission du génocide des Tutsis en 1994. Mais le juge d'instruction persiste à penser que cette mise en examen n'est pas nécessaire. L'ordonnance que l'agence France-Presse a pu consulter est datée de mercredi 21 août. Les juges y estiment qu'il n'existe pas de charge suffisante contre Agathe Habyarimana, qu'elle ait pu être complice d'actes de génocide ou qu'elle ait pu participer à une entente en vue de commettre le génocide. À ce jour, poursuivent les juges, Agathe Habyarimana apparaît non comme auteur de génocide, mais bien comme une victime de l'attentat terroriste dans lequel ont été tués son mari, son frère et des proches. La perspective d'un procès pour Agathe Habyarimana s'éloigne donc fortement alors que cette affaire a donné lieu à un véritable bras de fer entre les juges d'instruction et le parquet national antiterroriste. Ce jeudi 21 août, le parquet national antiterroriste a indiqué qu'il allait faire appel. Le PNAT entend relever appel de cette décision, rendue alors même qu'un recours doit être examiné, explique le ministère public à l'AFP. Le 15 mai 2025, les juges avaient déjà rendu une ordonnance exposant leur point de vue. Selon les associations de victimes, Agathe Habyarimana était l'une des dirigeantes de l'Akazu, le premier cercle du pouvoir Hutu qui a orchestré le génocide des Tutsis en 1994. Ce qu'elle réfute, Philibert Gakwanzire, président de l'association Ibuka, espère que le travail de la justice française va se poursuivre. Le cas d'Agathe Habyarimana dans la persécution des Tutsis depuis un certain temps est très connu. Il n'y a pas à douter de sa position dans l'Akazu dirigeant le pays. Tout est à examiner et à remettre dans son contexte. En France, il y a eu pas mal d'années de silence. S'il n'y a que pour l'instant des rebondissements, il faut continuer sur le même élan. En Tunisie, près de 3500 militants ont répondu à l'appel de la centrale syndicale de l'Union générale tunisienne du travail. Ce jeudi 21 août, elle a appelé à un grand rassemblement de soutien alors qu'elle est en plein bras de fer avec le gouvernement. Elle dénonce des menaces sur la liberté syndicale et des tentatives de déstabilisation de la part du pouvoir en place. C'est en effet un rassemblement de grande envergure malgré un déploiement sécuritaire assez lourd sur place. Plusieurs syndicalistes sont venus même des régions en dehors de la capitale pour manifester. On a pu entendre des slogans assez politiques. Non au retour de l'État policier, non aux milices, en référence à l'attaque du 7 août devant le local de l'UGTT où plusieurs militants hostiles à la centrale avaient réclamé sa dissolution. Ce rassemblement, qui a aussi mobilisé la société civile, constitue une démonstration de force pour l'UGTT. Le syndicat entend montrer sa capacité à mobiliser dans la rue et rappeler son poids sociopolitique historique dans le paysage tunisien. Mais au-delà, l'enjeu est encore plus important. Selon plusieurs manifestants rencontrés, défendre la liberté syndicale et la liberté d'expression. Pour beaucoup, l'UGTT fait office de dernier contre-pouvoir en Tunisie, ultime rempart face à la dérive autoritaire du pays. Dans son discours, lors du rassemblement Noureddine Taboubi, le secrétaire général a réaffirmé l'indépendance du syndicat et alerte sur la crise sociale avec une tension grandissante sur la hausse des prix et le pouvoir d'achat.
Mesdames et messieurs, c'est avec ces informations de la Tunisie que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Tchad Info.